Personne n'a déjà fait dans la CEDEAO. On peut citer les exemples. Personne n'a déjà fait. On peut citer les exemples. Quand on dit non, je parle des chefs d'État qui disent non, le matin ils disent non, ils ne seraient pas candidats et le soir ils sont candidats. Et ça. Aucun chef d'État n'a encore dit ça. Non, mais donc ce n'est pas des pays comme le Burkina où le capitaine a rendu, a émasculé tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous révèle en réalité? Il nous révèle que la CEDEAO, c'est... Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu au Mali, dans plusieurs pays. Il est en train de donner raison aux pays de l'AES qui a mentionné. La plus grosse menace contre le régime de Bissau, c'est... À quoi joue le président bissau-guinéen? On a un droit de se poser cette question parce que il plonge son pays dans une situation d'incertitude. Il crée pour moi une crise politique dont il se serait passé volontiers. De quoi s'agit-il? Il faut rappeler qu'il a été élu en février, en 2020, donc il a fini cette année son premier mandat. Son mandat est censé finir depuis le 27 février. Normalement, la Constitution lui permet d'être candidat pour un nouveau mandat. Sauf que lui, en septembre dernier, l'année dernière, il a proclamé qu'il n'allait pas faire un nouveau mandat sur le conseil de sa femme. Mais peut-être là n'est pas le problème, parce que ça, c'est ce qui l'engage. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où son mandat constitutionnellement est épuisé, est fini. Donc du coup, l'opposition estime qu'il n'est plus habilité à piloter le processus électoral, à fixer la date des élections. C'est là que vient la crise fondamentalement. Donc l'opposition estime qu'il faut un président par intérim qui va organiser le processus électoral pour qu'il y ait les élections. Mais lui, il a pris les choses en main de force, comme si c'était une sorte de passage en force. La manière avec laquelle il a conduit l'équipe de la CEDEAO montre qu'il veut reprendre les cartes en main. C'est ce qu'il a fait, parce que la mission de la CEDEAO était aller justement face à cette situation de crise-là, parce que depuis le 27 février, la coalition de l'opposition qui est conduite par l'ancien Premier ministre Domingos disait que, étant donné la fin de son mandat constitutionnel, donc il considérait qu'il n'était plus habilité à diriger, à prendre des décisions concernant le processus électoral. Donc la mission de la CEDEAO était venue justement pour créer un cadre de dialogue entre l'opposition et le président Embalo. Maintenant, en répudiant la délégation de la CEDEAO, et en clair, il refuse cette main tendue-là, donc en reprenant les choses en main comme il a fait de force, en fixant depuis le vendredi 7 mars la date des élections prévue pour le 23 novembre, en l'avançant d'une semaine parce que c'était prévu initialement le 30. Donc, on est dans une situation, une épreuve de force, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, entre lui et son opposition. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va crisper la situation politique dans son pays, et ça, il faut craindre qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des troubles, et ce n'est pas bon signe. L'opposition a tenté, mais ça n'a peut-être pas il y a une manifestation qu'il a réprimée de force. Oui. Voilà, donc il joue la carte du bras de fer. Mais est-ce que l'opposition va rester dans cette posture attentiste? Je ne le crois pas. L'opposition va vouloir agir. Donc on est parti pour une situation qui va nous plonger dans une véritable surchauffe au niveau de la Guinée-Bissau. L'ombre d'une crise politique en Guinée-Bissau, Saint-Claver? Oui, c'est clair que la crise a commencé à se faire sentir et elle va reprendre, elle va aller de plus belle. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lui-même Embalo en 2020, son élection, il est sorti d'une élection de crise parce que il y a eu la manifestation de l'opposition, il y a eu une implication effective de la CEDEAO dans les différentes négociations et qui a fait que son élection a été reconnue au final. Et donc, Embalo aujourd'hui répudier les envoyés de la CEDEAO, bon, moi vraiment ça me fait rire parce que Embalo a été président en exercice de la CEDEAO de 2022 à 2024. Il était très impliqué dans la crise qui a opposé la CEDEAO au Niger, au Mali, au pays de l'AES. Oui. Au pays de l'AES. Et même quand il y a eu cette volonté d'intervention militaire au Niger, il a effectivement il a adhéré à cette option. Donc aujourd'hui, le voir chasser des envoyés de la CEDEAO, je me dis, qu'est-ce qu'il nous révèle en réalité? Il nous révèle que la CEDEAO, c'est un géant au pied d'argile. Lui-même qui a été président en exercice de la CEDEAO. Il nous révèle que la CEDEAO, c'est théoriquement une organisation, c'est-à-dire sur le plan théorique, qui ne sert à rien, et sur le plan effectif, qui ne sert à rien en réalité. C'est la démonstration qu'il nous fait. Et
il est en train de donner raison aux pays de l'AES qui avaient des griefs contre la CEDEAO, tout simplement. Donc voilà, je pense que là maintenant, il aurait dû organiser des élections en février, puisque son mandat était arrivé à échéance en février. Bon, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Finalement, il donne raison à l'opposition qui aujourd'hui se manifeste contre la prolongation de son premier mandat, alors qu'il avait la possibilité de briguer un deuxième mandat. Lansana Bakayoko. D'abord, je voudrais observer que Saint-Claver tente de tirer par les cheveux pour pouvoir discréditer la CEDEAO. C'est Embalo lui-même qui discrédite la CEDEAO, ce n'est pas moi. C'est Embalo lui-même qui discrédite la CEDEAO. La CEDEAO ne peut être discréditée par cette action de Embalo, quoique je trouve qu'effectivement, Embalo est en train de mettre son pays en danger, et lui-même. Et je suis d'autant surpris que lui, il connaît l'histoire de son pays, même si c'est un général. Il connaît bien l'histoire de son pays. Vous savez, la Guinée-Bissau, depuis son indépendance en 1974, a connu 18 chefs d'État. 18 chefs d'État, certains n'ont même pas fait 2 jours, certains une semaine, d'autres même quelques heures. Et parfois, au moins 4 ou 5 se sont terminés dans le sang. Et tout le monde se rappelle la mort de Nino Vera, qui avait été assassiné. Ça faisait pratiquement la 3e fois qu'il venait au pouvoir. Quand je dis 18 présidents, il y a certains qui se sont succédés, qui sont repartis et qui sont revenus. Donc, mais il y a la CEDEAO, la Guinée-Bissau a connu 18 chefs d'État en près de 50, en moins de 50 ans. Et jusque-là, il n'y a jamais eu un président qui a terminé son mandat de façon démocratique. Peut-être Malam Bakay Sania. Mais ça a toujours été terminé de façon dramatique. Et lui-même, il a échappé déjà à un coup d'État dans son premier mandat. Et le dernier, c'est en 2023. En 2023. Et je ne comprends pas comment il peut, alors qu'il avait monté de vraies dispositions démocratiques, qu'aujourd'hui, il tente de mettre son pays en danger, un pays qui est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Et lui-même, son pouvoir était porté, on va dire, par aussi bien le pouvoir gambien que le pouvoir bissau-guinéen était porté par le Sénégal et de Macky Sall. Aujourd'hui, on peut dire que ce parrain putatif n'est plus au pouvoir. On ne connaît pas pour l'instant le rapport qu'ont les nouvelles autorités de Dakar avec Bissau, même si la question du MFDC est en train d'être négociée avec lui. Mais je crois que Mbalo devrait quand même comprendre que son pays n'a pas encore la maturité politique qui lui permette aujourd'hui de l'assise politique, la solidité démocratique qui lui permette aujourd'hui de s'amuser avec les tests, de ruser avec les tests. Je pense que son mandat a échu. Il devrait pouvoir organiser des élections, auquel cas je crains qu'il ne subisse le sort des autres, surtout que son pays, quand je dis fragile au point de vue politique, mais même au point de vue social, au point de vue économique, les 2,1 millions Bissau-Guinéens sont déchirés par les narcotrafiquants qui guettent, et même dans le cœur du bois. Et tout le monde sait que quand il y a le trafic de drogue devient aussi intense dans un pays, ce pays est fragilisé. Déjà, il y a des chefs d'état-major qui sont impliqués dans le trafic. Il y a qu'on appelle Boubou Natchout qui est aujourd'hui arrêté aux États-Unis alors qu'il a été chef d'état-major. Donc, pour dire que c'est un pays qui est extrêmement fragile, et je crois que le président sortant devrait avoir une haute idée, une haute conscience de ce qu'est son pays, qui n'est pas encore solide, et organiser des élections pour pouvoir faire ancrer la démocratie, même si j'admets que ce va être extrêmement difficile. C'est un pays extrêmement pauvre qui vit de cajou. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il gagnerait à mettre moins en danger son pays et s'avancer vers des élections démocratiques qui puissent peut-être permettre l'alternance et permettre à l'opposition aussi qui, si elle a pu convaincre la population de prendre le pouvoir. Jérôme, dis. Alors, moi, j'observe que Embalo, il rate là une occasion de sortir par la grande porte au niveau de son pays. Et là, je suis d'accord avec Claver quand il dit que le président Embalo use de stratagèmes. Ça, c'est pour ce que c'est selon moi, il use de stratagèmes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et dans tout ce qu'il met en place, il essaie de fragiliser la CEDEAO, que lui-même a dirigé pendant 2 ans. Vous remarquez qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un protocole additionnel qui a été signé sur la bonne gouvernance et la démocratie qui a été adopté le 21 décembre 2001 par les différents chefs d'État de la CEDEAO, qui permettait à la CEDEAO d'encadrer un peu les pays au niveau de la démocratie, la sécurité et autres. Et c'est dans cette optique-là que les missions sont très souvent envoyées dans les différents pays. Mais en conduisant cette mission-là, lui qui a été dirigeant de la CEDEAO, fragilise la CEDEAO. Et pourquoi il le fait? C'est parce qu'aujourd'hui,
Mbalo il use beaucoup de subterfuges pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Bon, on dira peut-être que certains de ses pairs l'ont déjà fait au niveau de la CEDEAO et la CEDEAO n'a pas eu de moyens de suragir pour pouvoir les obliger. Non, personne n'a déjà fait dans la CEDEAO. On peut citer les exemples. Personne n'a déjà fait. On peut citer les exemples. Quand on dit non, je parle des chefs d'État qui disent non, le matin ils disent non, il ne serait pas candidat et le soir ils sont candidats. Et ça. Mais aucun chef d'État n'a dit ça. Non, mais la CEDEAO, on est sur un plateau de télévision. Oui, mais. On peut citer les exemples pour les gens. On n'est pas dans un marché non plus. Les chefs d'État qui disent je ne suis pas candidat. Restons connectés à la réalité. Au niveau de l'Afrique, c'est courant. On a même le cas de. Oui, mais ne parle pas de la CEDEAO. On parle dans le cas du Gabon. Donc, ça, c'est pas nouveau. Le fait qu'il ait dit il ne serait pas candidat sur le conseil de ma femme, puis le lendemain, il est candidat, c'est pas nouveau. Mais je pense que il faudrait faire attention avec ce que le président Mbalo fait. Il entend jouer avec vraiment le feu. Comme il l'a dit, son pays est très fragile. Et on sait le passé de ce pays-là. S'il ne fait pas attention, une crise politique en Guinée-Bissau pourrait avoir des conséquences très graves. Et je pense que la CEDEAO ne va pas lâcher. Et malgré qu'elle a été conduite, je pense qu'elle va multiplier les efforts quand même pour ramener Mbalo à la raison, pour que des élections soient tenues le plus vite possible et que... la CEDEAO est en train de pourfendre là. Non, on n'a pas pourfendre là. On n'a jamais dit que on dit c'est Mbalo qui fragilise la CEDEAO. La CEDEAO ne vaut rien. On n'a jamais dit que la CEDEAO ne vaut rien. On dit ceux même qui ont été dirigeants de la CEDEAO fragilisent le Non, moi je ne crois pas qu'il fragilise la CEDEAO. Le fait de renvoyer une mission de la CEDEAO ne veut pas dire qu'il fragilise la CEDEAO. Mais c'est pas la première fois qu'il y a eu au Mali, dans plusieurs pays. Il n'a même pas renvoyé. Oui, non, je ne cautionne pas ça, ça c'est clair. Pour un ancien dirigeant de la CEDEAO. Un dirigeant de la CEDEAO, je ne cautionne pas le fait qu'il ait renvoyé Manu Militari à une mission de la CEDEAO. Je ne cautionne pas ça. Mais dit que cela fragilise la CEDEAO, non, je ne suis pas d'accord. La CEDEAO est quand même une institution assez forte, assez structurée. Je précise que c'est en Afrique, c'est l'une des organisations sous-régionales. C'est la plus structurée et la plus puissante en Afrique. Mais je pense que la CEDEAO, si la CEDEAO a dépêché une mission, ça veut dire qu'elle suit déjà la situation en Guinée-Bissau. Moi, je pense que dans les jours et les semaines à venir, elle va observer la situation. Elle va repartir encore? Elle va observer la situation. Cette mission va forcément faire son rapport au chef d'État, disons à la commission qu'il a envoyée, puis le rapport va remonter au chef d'État. Mais ça, c'est la conférence des chefs d'État qui est l'instance suprême de la CEDEAO. Donc, sûrement, il va y avoir une réunion en interne et moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que la CEDEAO va observer, elle le fait déjà, je pense, la situation en Guinée-Bissau. Elle n'a pas intérêt à ce que là-bas encore, il y ait une véritable tension. Déjà que la CEDEAO a déjà des problèmes avec les pays de l'AES. Quoique la CEDEAO n'ait pas fermé totalement la porte aux pays de l'AES. On l'a vu récemment avec la visite du président ghanéen où le président Ouattara lui a demandé d'être un émissaire. Je pense que le week-end dernier, même il était à Bamako dans le cadre de cette mission-là. Donc moi, je pense que la CEDEAO va essayer de rencontrer Mbalo, de discuter avec lui pour que, comme vous l'avez bien relevé... Oui, mais parce que là, ça n'a pas marché. Non, ça c'est la sélection. Après, il peut y avoir un sommet des chefs d'État. J'espère comme toi. J'espère comme toi que la CEDEAO ne va pas baisser les bras. Parce qu'il a quand même tenu des propos un peu durs quand même à l'égard de la délégation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, l'ancien Bakayoko, les relations Guinée-Bissau-CEDEAO après ce qui s'est passé dans la capitale bissau-guinéenne? La Guinée-Bissau n'a pas les moyens de se mettre à dos la CEDEAO, de se mettre en porte-à-faux avec la CEDEAO. C'est vrai que nous sommes les grands profondeurs de l'AES, mais l'AES a un peu plus de force que la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, d'abord, elle a une marge de manœuvre très réduite et je ne pense pas que le président Mbalo ait la légitimité suffisante pour pouvoir embarquer son pays dans une perspective de peut-être rejoindre l'AES ou alors se désolidariser. Parce que, contrairement aux pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où il n'existe plus d'opposition... Parce que l'on parle aussi d'un rapprochement avec la Russie. Où il n'existe plus d'opposition. Oui, mais la Russie va passer par quelle porte? La Guinée-Bissau est quasiment un appendice de... Non, ça va être très compliqué. La Guinée-Bissau n'a pas la masse critique qui puisse devenir attractive, peut-être du point de vue diplomatique simplement, ou bien du point de vue symbolique. Oui, ça peut exister, mais je pense qu'aujourd'hui, l'opposition interne à Mbalo est aussi forte, quoi qu'on dise, parce que la plupart du temps, tous ceux qui sont dans l'opposition en Guinée-Bissau, c'est des gens qui ont déjà été soit chef d'État, soit Premier ministre. Donc ce n'est pas des pays comme le Burkina où
le capitaine a rendu, a émasculé tout le monde, et tout comme au Mali et au Niger où il n'existe même plus de voix discordantes. Je pense que Embalo n'a pas les moyens aujourd'hui. Il a pris quand même des mesures sécuritaires pour empêcher l'opposition de pouvoir manifester. Oui, mais il l'a prise, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut comprendre que Nino Vera, qui avait été assassiné par son chef d'état-major, qui lui-même aussi a été assassiné les heures qui ont suivi, avait pris des mesures aussi fortes. Et l'envergure de Nino Vera, Embalo, qu'il m'en excuse, mais il n'a pas l'envergure de Nino Vera qui, lui, avait l'exercice du pouvoir dans les veines, puisqu'il avait exercé au moins 3 fois. Il était par un coup d'État, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Donc, Mbalo, c'est vrai, c'est un général. Bon, certains disent que c'est un général un peu fabriqué, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il ait les moyens politiques, les moyens institutionnels, les moyens diplomatiques pour pouvoir se garantir son maintien au pouvoir. Moi, je pense que la CEDEAO a là l'occasion de ramener à la raison Mbalo. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'organisation des élections très vite. Ça dit, lui, il souhaite que les élections soient organisées dans 9 mois. L'opposition dit que ne le reconnaît même pas actuellement comme président de la République. Donc, la CEDEAO a là, parce que c'est la CEDEAO qui s'est impliquée en 2020 dans la crise pour que lui, très vite, il fasse son investiture. Donc, je pense que la CEDEAO a là l'occasion de le ramener à la raison et que les élections présidentielles soient organisées très vite. Moi, je pense que c'est l'occasion pour certains dont il est proche, notamment le président Alassane Ouattara, parce que j'ai vu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il disait que le président Alassane Ouattara, c'est son papa. Donc je pense que c'est l'occasion là pour son papa d'appeler le fils et de le raisonner très vite pour ne pas pour que la CEDEAO puisse se racheter, elle qui a raté un peu le coach en ce qui concerne les pays de l'AES. Et là déjà, avec la visite du président du Ghana ici, il a été question de rediscuter avec le président de l'AES, et déjà l'équation de Embalo qui se pose, s'il réussit à régler cette équation-là, je pense que les choses... Il ne faut pas oublier ce que le président Embalo aussi a souligné. Il avait indiqué que la mission de la CEDEAO n'avait pas présenté de feuille de route claire. C'est pourquoi il suffit un peu... Mais la CEDEAO semble dire le contraire aussi dans son communiqué. Le contraire. Oui. Donc je pense qu'il faudrait que la CEDEAO, pourquoi pas un sommet des chefs d'État, si Embalo ne veut pas recevoir une mission, au cours d'un sommet des chefs d'État, on peut chercher... Pendant ce temps, le climat politique sur place reste dans l'impasse. C'est le constat que nous faisons. Mais moi, je pense que la CEDEAO va réagir, elle ne va pas rester inerte. Mais est-ce que Embalo est ouvert à une mission de la CEDEAO? C'est la question qu'il faut se poser. On constate qu'il n'est pas ouvert à une mission de la CEDEAO. Pour terminer, 30 secondes, l'enseigner. La plus grosse menace contre le régime de Bissau, c'est son armée. C'est son armée. Parce que cette armée qui fait semblant de dormir actuellement, s'est toujours comporté comme ça et est sorti toujours de son lit. Lui-même, il en est un exemple. Il ne faut pas encourager ça. Non, je n'encourage pas, mais je dis, mais c'est factuel. Ça a toujours été comme ça. Je t'ai dit que ça fait près de 18 coups d'État qui ont eu lieu dans ce pays. D'accord. Et c'est toujours on a fait le